Alors, Fred Savard avec vous pour ce 25e épisode de la balado en compagnie d'Hélène Faradji. Et allô, Fred. Et en compagnie de Sarah-Louise Pelletier-Morin. Allô, Fred. Je le dis comme faux, hein? Oui, très bien. Je fais de la dyslexie des noms composés. Ah oui? Je me suis rendu compte de ça. J'ai de la misère à les retenir. Comment voudriez-vous me rebaptiser? Morin-Pelletier? Morin-Pelletier, Sarah-Juliette, je l'ai entendu Non, souvent. mais c'était correct. Ouais, Sarah-Louise Pelletier-Morin, Bon. c'est exactement ça. Voilà. Contente de vous retrouver. Hélène, vous êtes tout le temps Ah là. à non, peu pas près. contente de me retrouver. Oui, non, oui, ok. ben, j'ai dit vous. Vous Ah les oui, deux. Oui. D'accord. C'est l'avantage du vouvoiement. Ah oui. Il y a plein d'ambiguïtés. Plein de nuances qui peuvent passer. Non, mais je suis toujours content de vous retrouver. Vous êtes presque là chaque semaine. Et là, Sarah-Louise, vous venez nous présenter l'inconvénient. Nouveau numéro. Oui. Absolument, c'est Mathieu Bellil, Mhm. mais j'ai décidé de le laisser à la maison. Parce qu'il est chroniqueur ici. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de chapeaux. Et j'aime toujours donner la parole aux femmes. Oui. Très heureuse d'être ici. Merci pour l'invitation. Et en plus, vous êtes nouvellement sur le comité de rédaction Oui, de l'inconvénient. oui, ils m'ont invité à rejoindre le comité de rédaction il y a quelques Qu'est-ce que mois. ça veut dire, ça, dans la carrière d'une jeune universitaire littéraire? Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une opportunité en or, honnêtement. Quand ils m'ont proposé ça, j'étais un peu surprise, flattée aussi. Ben oui. Puis j'ai des discussions passionnantes à tous les jours avec des personnes que j'admire et que j'estime. Donc, pour ça, c'est une chance. Et on va en parler tantôt. C'est un nouveau numéro. Je pense que c'est le 88e. Exactement. Ouais. Costaud sur les courants de la littérature québécoise. Alors, vous allez pouvoir nous le présenter. Mais avant, j'ai envie de revenir un peu sur des petites choses d'actualité. Évidemment, élection partielle dans Marie-Victorin. Est-ce que vous êtes déprimé? Pas de grosse surprise. Ouais, non, c'est pas une surprise. Ça m'a étonné dans les médias parce qu'on a présenté ça comme wow, un château fort péquiste. Je pensais même pas que le PQ avait encore des châteaux forts, mais on sort quand même de... tu sais, Sébastien Bovet disait la CAQ, visiblement un parti téflon, on en a la preuve avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qui s'est passé à la résidence Aaron. Mais en même temps, je me disais, ça fait 2 ans qu'on est en urgence sanitaire. Mhm. La CAQ occupe tout le l'espace. panorama médiatique. Absolument. Ils ont envoyé vraiment l'artillerie lourde. Plusieurs ministres, ils ont même enfreint la loi électorale parce qu'il y avait des ministres qui étaient dans le bureau de vote. Ça, ouais. On n'avait pas vu ça depuis Duplessis, depuis l'Union nationale. Fait que je trouve que 34 c'est peu, finalement. ben oui. Pour un parti qui domine autant, peut-être. Ouais, d'une certaine façon. Et là, on parlait aussi, on disait victoire vraiment surprenante parce que le PQ avait un bon candidat, Pierre Nantel. En tout respect pour Pierre Nantel, j'y enlève rien. Mais c'est quand même quelqu'un qui était ancien candidat au NPD au fédéral, au Parti vert. Moi, si je suis électeur péquiste, je me dis quand même... C'est Je me pose des questions particulier. sur la sincérité des engagements politiques d'un homme comme ça. Puis je pense que les médias l'aimaient bien parce que c'est un gars de médias. Il était animateur à Cube Radio, pour peu que des gens écoutent Cube Radio. Mais quand même, bon. Yann Casabonne, 10%, ça c'est étonnant. En même temps, non, c'est un vote de protestation. Oui, D'ailleurs, ça... on va en parler tantôt. Oh oui, mais ça reste beaucoup. Là. Ça reste beaucoup. Oui. Bon, voilà. Autre gros dossier dans le Devoir cette semaine. Ça me fait un petit peu rire parce que j'ai l'impression qu'Henri Bourassa, parfois, se retourne dans sa tombe. Grosse enquête sur Louise Sigouin et l'émission Si on s'aimait. J'imagine que vous avez vu ça passer. Est-ce que vous êtes des auditrices de Si on s'aimait? Jamais regardé, malheureusement. Non. Bon, voilà. Alors, 4 candidats souvent. On sait, bon, Si on s'aimait, c'était une espèce d'émission psychopop, sexologie. De télé-réalité où on forme des couples. On forme des couples et on filme les séances avec la sexologue Louise Sigouin qui est devenue une vedette grâce à cette émission-là. Et là, il y a 4 candidats qui se sont ouverts, mais de manière confidentielle. Parce que là, on apprend dans ce grand article-là ça m'a tué. que les producteurs ont demandé une clause de confidentialité à perpétuité. À vie. C'est incroyable. Je pensais pas qu'on pouvait faire signer des choses comme ça. Et là, bon, il paraît que Louis Sigouin dénigrait les participants. Là, je dis il paraît parce que ce sont des allégations. L'Ordre des sexologues s'est mis dans le dossier. Elle s'appuyait sur une approche qui n'est pas validée scientifiquement en psychologie, l'approche des 5 dualités. Dépendant, indépendant, fusionnel, solitaire, rationnel, émotif, acteur, rêveur, vite, lent. Alors, ce sont les 5 dualités. On peut se demander comment des gens peuvent penser sérieusement que
une démarche comme ça va être crédible lorsqu'elle est à la télé? Parce que là, je le sais, les gens vont dire... On en a parlé, nous, à la maison, parce que ma blonde, c'est un petit peu son plaisir coupable d'écouter Si on s'aimait. J'ai même pas assez proche d'y acheter le boîtier de questions à Noël. J'ai cru que vous alliez dire je suis pas assez proche de m'inscrire avec non, elle. Moi, c'est réglé pour le reste de ma vie. Oui, là. mais peut-être vous auriez bénéficié des conseils de Madame Sigouin. Bon, mais, mais cela dit, les concurrents reprochent à l'émission, dans le fond, de mousser les ventes du coffret et du livre, de provoquer des situations qui vont être punchées télévisuellement. Il paraît que le producteur lui glissait des mots à l'oreille. Je sais que c'est Anne Boyer, entre autres, qui a déjà été une grande fan de la balado. Je ne sais pas si elle écoute encore, mais qui était une des donatrices de la première heure de la balado. Mais il y a Guillaume Lemaitre-Vierge également, qui est coproducteur. On lui glissait des questions à l'oreille à Louise Sigouin. Alors là, les participants trouvaient que la démarche thérapeutique était peut-être un petit peu escamotée au profit du punch télévisuel. On accuse aussi la production d'avoir forcé à choisir des prétendants qui étaient caractériels et qui allaient donner un bon show. Bon. Moi, je pense que c'est toujours une mauvaise idée de s'inscrire à ces émissions-là, mais je trouve ça intéressant qu'on en parle à ce point parce que la télé-réalité a retrouvé, en fait, une certaine noblesse avec Occupation Double et tous ces blogs post-féministes qui essaient de, dans le fond, de justifier qu'ils écoutent juste une émission de télé-réalité, puis en faire un fait social et un terrain sociologique. Oui, mais c'est la grande marode de l'ère qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire de faire de la pop culture quelque chose qui est équivalent à tout le reste. C'est la grande victoire de la postmodernité, si on veut. Probablement. C'est de tout mettre au même point et donc de se dire que la télé-réalité, après tout le monde la regarde. C'est un enjeu de société parce que, oui, il y a des représentations qu'on retrouve. Exactement, c'est toujours des événements. Donc, d'en faire un objet de discussion collective, ça peut être intéressant quand on apporte des éclairages assez... mais reste que ce terrain sociologique, il est balisé par des conditions qu'on ne retrouve pas dans la société. Je pense qu'on oublie souvent que dans télé-réalité, il y a télé. Oui, et très peu réalité. C'est ça, il y a beaucoup de télé. Et donc, c'est monté, donc c'est organisé, donc c'est produit. Et c'est pas du tout de la réalité. Sarah-Louise, êtes-vous consommatrice d'aucune télé-réalité? Non, en fait, je me connais assez bien pour savoir que si je commence à écouter ça, ça va m'avaler, puis je vais devenir... Du temps de lecture. Ouais, oui, du temps de lecture, mais aussi je vais devenir hyper fan, puis je vais vouloir écouter tous les épisodes. Vous vous méfiez de vous-même. Oui, je me méfie de moi-même. Est-ce que vous écoutez les... Non. Moi, culinaire, Ah oui, genre les chefs. Genre les chefs, mais on en reparlera, mais Top Chef en France, j'adore. J'adore, c'est top. Du coup, c'est top? Du coup, c'est top. OK, en tout cas, je vais en glisser un petit mot. Cela dit, je suis toujours perplexe. En fait, je me suis fait prendre, j'ai lu l'article, mais je trouve que le Devoir est vraiment en transition. Et là, c'est le genre de dossier qu'on sent qui va attirer... Parce que là, on présentait ça comme une grande enquête. On s'entend que oui, c'est une grande enquête, mais c'est de la télé-réalité. Je sais pas, je suis toujours un peu ambivalent, mais en même temps, j'en parle à balado. Fait que j'imagine que le Devoir a gagné son pari. Voilà. Mais je sais pas. Parce qu'en même temps, dans le même journal, vous avez une chronique de Christian Rioux. Vous avez les élucubrations de José Blanchette qui vient de découvrir 15 ans après tout le monde la diète keto. Et vous avez ça, un grand dossier sur la télé-réalité, sur Louise Sigouin. Mais bon, on va faire comme Louise, on va regarder ailleurs. Et je vais aller vous faire entendre juste un petit quelque chose, parce que ça aussi, ça a occupé la semaine. Ouais. Oh là là. Plus on est de fous, plus on lit. Restons groupés. Restons groupés. Eh bien non, on ne restera pas groupés puisque l'émission... En fait, on a appris cette semaine, après 11 ans, que c'était la fin de Plus on est de fou, plus on lit. J'avoue que j'étais pas le plus grand auditeur. C'est une quotidienne quand même. Mais j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à y aller. Je suis allé 3 ou 4 fois, je pense. La dernière fois, c'est pour le 100e anniversaire de Brassens, où j'étais allé parler de ses chansons avec Jérôme 50. Sarah-Louise, j'imagine que ça vous a interpellé, vous qui êtes une intellectuelle littéraire. Mais ce qui m'a interpellée, surtout, c'est les débats sur les réseaux sociaux. Oui! Ça, j'ai trouvé ça fascinant. Moi, je m'intéresse aux polémiques théâtrales. Mais là, en l'occurrence, cette petite polémique-là sur Twitter hier. Oui, on va la remettre en contexte. C'est-à-dire que, bon, en fait, on a su que Marie-Louise changeait de créneau. Elle allait remplacer un des deux créneaux occupés par la soirée d'Encore jeune, donc le samedi. En gagnant une heure. En gagnant une heure, de 16 à 19 h. Et l'émission littéraire n'allait pas être reconduite.
A priori, non. Parce que là, ça va être un mandat culturel qui va être mis à la place de cette casserole-là d'après-midi. Et là, les gens, évidemment, concert des loges, on perd une grande émission. Et il y a eu quelques voix discordantes. Parce qu'il y a des gens qui ont reproché à l'émission d'être un petit peu bling-bling, renombré. D'être aussi une émission qui, en incluant toujours les mêmes personnes, exclut d'autres écrivains et écrivaines. Oui, parce qu'on sentait un petit peu l'effet de gang, mais ça arrive souvent dans les émissions de radio. Ça arrive souvent. Puis... C'est pas obligé. Je trouve qu'un diffuseur public devrait avoir ce souci-là quand même d'élargir qui pourrait être invité, qui ne le sera pas. Puis quand les gens qui n'étaient pas dans la clique étaient invités, c'était souvent des polémistes qu'on voulait un petit peu... qu'on leur rentrait dedans un peu. Mathieu Bock-Côté est un bon exemple. C'est toujours un peu senti victime d'être sali quand il va là, ou en tout cas d'être... En tout cas, tu as tellement de raisons de rentrer dans Mathieu. mais c'est vrai, ça a été critiqué beaucoup. Puis là, Marc Cassivi a dit que c'était du mépris de classe, en fait, d'appeler à l'exclusion, puis que de demander une émission qui serait strictement pour les littéraires, faite par des littéraires. Ouais, mais ça revient, puis vous l'avez retweeté d'ailleurs, l'épisode qu'on a fait avec Mélika, avec Hélène, où on en a discuté. Puis tu sais, Marie-Louise l'a dit dans son entrevue dans Le Devoir, qu'elle fait la radio pour tout le monde. Moi, ça me fait un peu rire parce que, en fait, c'est un propos de diffuseur, beaucoup, ça. Cette grande crainte que les gens se sentent largués. Alors, on reste bobli, on reste accessible. On peut voir ça aussi comme un souci de réellement démocratiser la littérature. C'est-à-dire de l'offrir au plus grand nombre, à des gens qui peuvent se sentir exclus, puisqu'on reprenons les termes du débat, des gens qui se sentent exclus d'un débat qui serait trop intellectuel ou qui serait pris en charge uniquement par des gens qui ne... Parce que si on parle du milieu intellectuel littéraire, on peut aussi soulever la question du quant à soi. Oui, ce sont aussi des gens qui se parlent souvent entre eux, qui ne cherchent pas nécessairement à créer des ponts pour Madame Duchenoc qui a jamais ouvert un livre de sa vie. Il y a un souci. Dans une émission sur une radio d'État quotidienne, il doit y avoir ce souci-là de Mais ça, c'est intéressant, Hélène, vous le dites. C'est une quotidienne, parce qu'il y a des gens qui reprochaient. Puis des fois, moi aussi, ça m'agaçait, le côté, entre guillemets, renombré, c'est-à-dire tout ça de rubriques pour happer l'oreille, puis le texte de la semaine, qu'est-ce qu'on lit sur la planète Mars. Puis bon, mais c'est une quotidienne, il faut quand même pas l'oublier. Et il faut bien remplir 2h30 de radio par jour. Ça reste quand même Je trouvais quand même que les clubs de lecture avec des vedettes, entre guillemets, on aurait pu aller un petit peu plus loin, puis ajouter peut-être une couche théorique littéraire qui aurait été peut-être intéressante, mais sinon, je pense qu'ils ont quand même bien rempli leur mandat. Moi, je pense à quelqu'un comme Alain Farah, par exemple. J'ai l'impression qu'Alain Farah a gagné une place dans l'univers médiatique, dans l'univers littéraire, pas qui lui a été donné, mais en tout cas qui a été favorisé par Plus on est de fous, ça c'est évident. Il a été beaucoup invité là-bas, il a eu des grands entretiens, ses livres ont été... Mais ça, c'est un couteau à deux tranchants, parce qu'il y a des gens qui vont reprocher cette vedettisation des auteurs au détriment de leur œuvre. En fait, c'est on entend l'auteur, il fait des chroniques, mais est-ce qu'on parle de son œuvre ou bon? C'est la même chose dans toute la culture, c'est-à-dire on s'intéresse à machin parce qu'il est une vedette, mais est-ce que ça va se traduire d'une façon ou d'une autre dans les salles de cinéma, dans les librairies? Moi, je vois quand même 2 points positifs. Au départ de Plus on est de fou, plus on lit. La balado devient pratiquement un des rares endroits où on va parler de livres. Complètement. Puis Il y en a d'autres. D'ailleurs, Sarah Lou, vous êtes allée à une émission cette semaine parler de Mission Encre Noire, mythologie québécoise. Ben l'encre parlez de cette émission-là. C'est une émission qui est à Choc, donc qui est hébergée à l'UQAM, je pense. Oui, Choc, c'est la radio étudiante de l'UQAM. Oui, la radio étudiante de l'UQAM, puis c'est animé par Éric Chouan, qui est un animateur formidable, là, comme vous, Fred, qui s'intéresse vraiment aux livres. Honnêtement, il a lu les mythologies québécoises mieux que n'importe qui à qui j'ai pu en parler. Il a mis en relation le premier texte avec le dernier. Vraiment, il a vu des choses. Il est hyper perspicace. Donc, c'est un beau lieu pour la littérature. Il ne faut pas oublier qu'il y en a des espaces pour la littérature pour les chercher. Mais la nature a horreur du vide. Fait qu'on va essayer de l'occuper un peu plus. Moi, j'avoue que la fiction, je suis moins à l'aise d'en parler parce que je sens pas... Mais c'est drôle, c'est ça. Je sens pas que j'ai les assises théoriques et j'ai pas envie de faire un club de lecture avec des vedettes. Fait que là, je suis poignante les deux, mais ça se développe.
Vous allez m'aider, Sarah-Louise, peut-être, avec ça? Ben, j'aimerais ça. Ouais. Invitez-moi. Donc, ça, c'est le premier point, quand même. On va essayer d'occuper ce créneau-là. Et le deuxième point, et ça, c'est quand même majeur, c'est que Sarah-Louise déménageant le samedi entre 6 et 7... Marie-Louise. Marie-Louise, oui. Marie-Louise Peut-être Arsenault. qu'elle déménage aussi, je ne sais pas. Là, mais Marie-Louise Arsenault déménageant... Je pourrais la remplacer, ça me dérange pas. On lance l'idée. Mais Marie-Louise déménageant le samedi, si elle invite des auteurs et des autrices, elle aura lu les livres. Et ça sera une première dans ce créneau-là depuis au moins 10 ans. Oh, c'est du petit ressentiment là que vous avez, Frédéric. C'est pas du ressentiment. S'il y a quelque chose qu'on peut donner à Marie-Louise, c'est qu'elle lit les livres. Oui, et ça, c'est rare dans le milieu. Moi, je peux vous le dire parce qu'à chaque fois que j'accueille des gens, des auteurs, c'est toujours le premier compliment qu'on me donne, c'est que vous avez lu les livres parce que ils font le tour et c'est extrêmement rare. Ça a l'air d'être rare, oui, ce qui est quand même particulier. Et le samedi, à 5 à 7, ça n'arrivait pas souvent. Alors voilà, Hélène, j'imagine que vous avez envie de revenir sur les élections françaises. Oh oui, sur le résultat de ce premier tour qui m'a complètement déboussolée. Le Pen-Macron, celle qui déteste les Arabes et celui qui haït les pauvres. Je schématise un peu, mais c'est quand même ça. C'est le match retour que personne voulait voir, exactement la même affiche qu'en 2017. Sauf qu'en 2017, l'idée de faire barrage au Front National, alors oui, je sais, ça s'appelle maintenant le Rassemblement National, sauf qu'un putois, même repas en rose, ça reste un putois. On n'est pas naïfs du rebranding. Non, c'est ça, pas du tout. Donc cette idée de faire barrage, elle était forte en 2017 et elle a fonctionné. Donc l'élection de Macron a été quand même assez... disons, définitive. Il n'y avait pas de doute sur les résultats, sauf qu'en 2022, j'ai l'impression que cette idée-là, elle ne vaut plus tripette. Et l'élection d'une présidente Rassemblement National, c'est plus un mirage pour jouer à se faire peur, mais c'est une vraie possibilité. D'où le découragement qui est doublé d'ailleurs par le fait que l'autre choix, celui de Macron, c'est celui du libéralisme économique à tout crin, une espèce de relique des années 80 qui n'est pas non plus extrêmement excitant. Tu n'as même pas fait campagne. Non. Là, il commence. Là. Oui, parce que là, il sent que la soupe est chaude. Oui, voilà. Exactement. Hélène, avant de poursuivre avec votre chronique, rappelez-nous un peu les grandes règles qui va au deuxième tour, parce que je pensais parce que Mélenchon quand même a bien fait. Ah oui, il est arrivé 3e. Bon. Il est arrivé assez proche d'ailleurs de Marine Le Pen. Oui, mais la règle... 1%, je pense, ou 2% de différence. Oui, c'est ça. C'est tout petit, une toute petite marge entre les deux. Mais la règle du système présidentiel, qui est celui qui est en France, fait qu'au premier tour, à peu près, tout le monde peut se présenter. Oui. Il suffit d'avoir 500 signatures de maires ou d'élus ou d'officiels pour pouvoir se présenter. Mais au deuxième tour, ne passeront que les deux premiers. Ah, c'est ça, OK. Peu importe l'écart qu'il peut y avoir avec le troisième. Bon, OK. C'est la règle. C'est ça qui m'échappait. J'avais l'impression que c'était peut-être un jeu de pourcentage qui faisait que c'est vraiment les deux qui arrivent. Deux qui arrivent en tête passent au deuxième tour et deviennent les deux candidats officiels. Donc les choix, pas très sexy en 2022, mais je dirais qu'entre la peste et le choléra, moi je choisirais quand même toujours ceux qui ne sont pas racistes. Oui, c'est mon seuil, c'est mon minima. Voilà. T'as d'ailleurs Philippe Catherine, c'est peut-être celui qui nous le résumait le mieux, ça. Marine Le Pen, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Ça date de quand, cette chanson-là? Oh, ça date de pas loin de 2017, justement. C'est pas si vieux. Non, mais on était bien inquiets en 2017, puis finalement, ça recommence. Ouais. Puis avant même de rentrer sur le pourquoi c'est si déboussolant, cette nouvelle élection, juste un petit point en route que je veux faire avec vous, parce que si à l'embranchement, la population française décide d'y aller pour un virage à l'extrême droite, c'est pas un résultat qui aura des conséquences uniquement franco-françaises. Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais en parler aujourd'hui. C'est que c'est toute l'Europe et l'équilibre géostratégique mondial qui va se retrouver à l'envers. Oui. Jesus Christ. Oui, parce que Marine Le Pen, elle s'est adoucie depuis 2017. En 2017, elle disait que la France devrait quitter l'Union européenne et la zone euro. Ouais. C'était fini. Ouais. Aujourd'hui, elle a un peu mis d'eau dans son vin, mais elle dit que... elle a vu que le Brexit... Ouais, c'est ça, ça a marché. C'est ça. Donc, elle dit que pour 2022, que la nouvelle architecture de la sécurité en Europe doit se faire en alliance avec la Russie,
que l'élargissement de l'OTAN aux anciens pays de l'Est est à l'origine de la guerre en Ukraine. Ça, c'est un appui... Oh oui. À la Russie. Oh, ouvertement. Oui, voilà. Oui. Que la France doit sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN pour plutôt avoir une défense nationale indépendante. Ouais. Elle veut que les frontières se referment dans l'espace Schengen, qui est l'espace européen. Que le droit français prime sur le droit européen. Ça, il y a juste la Pologne et la Hongrie qui l'ont fait passer, ces mesures-là. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Donc, toute une série de mesures qui disent justement, non, nous n'allons pas faire un France-Xit, ou je ne sais pas comment on appellerait ça, mais... on va rester dans l'Europe pour mieux la faire péter de l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça. Et retirer les avantages qu'on peut en attendant. Voilà, exactement. Tout ça, et là, je n'évoque même pas les liens directs entre Marine Le Pen et Poutine, qui lui avait officiellement apporté son soutien en 2017. Il y a des belles photos. Oui, il y a des belles photos. D'ailleurs, les journaux russes, dimanche... ils ont annoncé qu'elle était elle était au deuxième tour en première position. Parce que les faits, c'est surfait, comme on dit en russe, apparemment. Hein. Ou sinon, il y a l'argent aussi qu'elle a emprunté jadis aux banques russes, aujourd'hui à une banque hongroise, la Hongrie étant le seul pays de l'Union à soutenir la Russie. Donc, vous imaginez bien que Marine Le Pen élue, elle va transformer la France en paillasson de la Russie. Et dans le contexte, oui, ça a de quoi un petit peu faire peur. Parce qu'une France Rassemblement National, donc une France anti-Europe, donc toute seule, vous pensez vraiment qu'elle va se tenir debout toute seule avec ses petits bras devant la grande et admirée Russie? Non, effectivement. Mais une armée, ça serait une armée refinancée. Et là, peut-être qu'elle serait contente d'envoyer tous les migrants, les Arabes, au front. Qui sait? Ce serait des fantassins. Qui sait? Ce serait peut-être une option. Effectivement, elle pourrait s'en débarrasser comme ça. Mais au-delà même de l'avenir de ce qui va se passer de l'autre côté de l'Atlantique et qui nous concerne au premier chef, parce que si la France se retrouve sous la botte de la Russie, tout le monde est mal barré. Tout le monde. Mon déboussolement, il va encore plus loin. Dimanche, quand j'ai appris les résultats, il y avait de la colère, il y avait de l'anxiété, mais j'ai aussi ressenti plein d'autres choses. D'abord, un sentiment de perte, de deuil. J'ai pas nécessairement compris au début. Dimanche, le jour même, je me disais, ça va, la drama queen... Front National au deuxième tour. Non, c'est pas la première fois. C'est toujours un peu du pareil au même. On se calme les émotions. Sauf que c'est pas passé. C'est pas passé et c'est lundi que j'ai eu l'impression de comprendre. Ce que j'ai le sentiment d'avoir perdu, ce dont je suis en deuil, Fred, qui va bien au-delà de ce qui est arrivé dimanche et qui va arriver le 24, c'est l'idéalisme. L'idéalisme qui, peu à peu, s'est érodé et m'a fait réaliser quelque chose d'assez troublant. Depuis que j'exerce mon droit de vote, je n'ai jamais voté en croyant réellement à un projet politique. Oui, ça a été pour faire entendre ma voix, mais surtout pour faire barrage, par stratégie, par calcul. Ou voter pour le moins pire. Exactement, par envie de changement, mais sans réellement y croire. Hein. J'ai réalisé que mon droit de vote, en fait, il n'a jamais été porté par un élan, un espoir, une volonté de croire à l'incarnation dans un homme ou dans une femme d'un avenir meilleur et d'un bien commun, comme par exemple la génération de nos parents, quand ils ont pu aller aux urnes par idéalisme, en croyant dur comme fer qu'un René Lévesque ou un François Mitterrand allait bel et bien changer le monde. Moi, j'ai jamais été poussée après un résultat électoral à descendre dans la rue et à laisser exploser ma liesse, par exemple. Jamais. Je pense pas que dans ma génération, ce soit beaucoup arrivé. Et cette élection 2022, elle m'a révélé ça. C'est qu'elle n'a pas tué l'idéalisme, elle a entériné l'idée que je n'avais jamais connu ça. Et c'est pour ça que c'est déboussolant. Parce que l'idéalisme, en général, on le découvre à l'adolescence. C'est le temps des premières manifs, des premières Doc Martens, c'est les premiers pogos en écoutant Porcherie des Verruriers Noirs. Alors, à toutes les manifestations nazies, soyez là, soyez présents et empêchez-les, car nous sommes noirs, nous sommes blancs, nous sommes jaunes et ensemble, nous sommes de la dynamite. 1, 2, 3, 4. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde le Front National. La jeunesse emmerde.
ça défoule. Ça défoule, mais ça a mal vieilli. Ah ben oui, mais c'était pour son papa. C'était. Ben oui, voilà. C'était pas pour Marine. Non, ce que je le dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une jeunesse qui n'emmerde pas. Qui n'emmerde plus le Front National. Non, parce que c'est le Rassemblement National, c'est plus pareil maintenant. Voilà, c'est ça. Mais donc. Merci Éric Zemmour. Cet idéalisme-là qu'on découvre à l'adolescence, ça nous définit. On établit des valeurs, une morale, une éthique. On y croit plus fort que tout. Et quand ça se casse la gueule, ben ça fait mal. Oui, ça fait mal, évidemment. Et cet idéalisme, si je suis honnête, on aurait probablement pu le savoir qu'il était au mieux évanescent ou au pire un pur fantasme, juste en regardant comment l'image des hommes et des femmes d'État s'est dégradée au fil de l'histoire de la fiction. Je parle de culture, n'oubliez pas. Oui. Au début, on était dans la noblesse. L'homme d'État comme sauveur, l'idéalisme justement comme seul guide. Par exemple, Young Mr. Lincoln de John Ford. Vous avez vu ce film-là? Non. Extraordinaire. Henry Fonda qui joue de Lincoln, encore avocat, avant même d'être élu. Je pensais que John Ford faisait juste des westerns. C'est un peu western, mais c'est une célébration. J'aime pas beaucoup les westerns, c'est pour ça. Non, mais celui-là, il est vraiment bien. C'est une célébration. Il est droit dans ses bottes, il est intègre, il est épris de justice, d'équité. C'est tellement beau qu'on en pleurerait. Puis ça a continué comme ça assez longtemps, cette idée du chef d'État comme figure tutélaire, comme guide qu'on pouvait suivre les yeux fermés parce que animé de belles et de bonnes intentions. Bon, les documentaires, eux, nous avaient déjà dit que c'était peut-être pas tout à fait ça dans la réalité. L'extraordinaire Une partie de campagne, 1974, Une partie de campagne de Raymond Depardon. C'est extraordinaire. Il avait été invité, Raymond Depardon, c'était son premier film, à suivre la campagne de Valéry Giscard d'Estaing en France. Valéry Giscard d'Estaing, tout jeune, qui arrive, qui est fringant et qui se dit... Je vais me payer une campagne marketing gratuite, il va faire un documentaire sur moi. Eh bien, résultat des courses, Valéry Giscard d'Estaing a interdit la diffusion de ce film jusqu'en 2002. Tellement ce qu'on montrait, c'était pas nécessairement justement des beaux idéaux puis une belle vision de la politique. Mais allez le voir, il est assez facile à trouver, c'est formidable. Mais en fiction, l'idéalisme politique, c'est resté la couleur qu'on a mis de l'avant sans aucune crainte. On a eu par exemple Le Président d'Henri Verneuil avec Jean Gabin, un film de 61. L'histoire d'un ancien président qui, lui, justement, est pétri d'idéaux, de noblesse. Et il écrit ses mémoires en fustigeant l'arrivisme, la corruption des nouveaux venus. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Le Président est un film qui vous entraîne dans la vie d'un homme politique, dans la vie privée d'un être propre, intègre, honnête. Les boules, ça se joue à la main seulement. Oui. Ah non, mais pardon, c'est une question de convention. Ah, mais enfin, comment peut-on être si honnête dans la vie et si malhonnête au jeu? Mais c'est pourquoi je joue, ça me détend. Voilà, c'était beau. Il y a eu Les Saveurs du Palais avec Jean d'Ormesson aussi, qui joue un président gourmet, avec l'idée de... si t'aimes bien manger, t'es forcément un homme qui a les valeurs à la bonne place. C'est bon français. Très français. Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian aussi, avec Michel Bouquet qui interprétait Mitterrand. Michel Bouquet qui est mort, qui est décédé hier d'ailleurs, grand homme de cinéma et de théâtre, et qui donc jouait Mitterrand avec cette image du président comme un homme d'un raffinement extrême, qui pouvait se sortir de toutes les ornières politiques, avec une conscience aiguë de ce qu'il voulait pour son peuple. Presque plus un roi qu'un président, mais ça fonctionnait comme ça. Et la liste, elle est longue de films ou de fictions qui ont implanté dans notre imaginaire collectif l'idée qu'un chef d'État, c'est quelqu'un de bien. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui nous élève, quelqu'un qui nous fait du bien, en qui on peut projeter tout notre idéalisme. Sauf que la fiction, elle nous a aussi dit que ces temps-là, ils étaient finis. Pourquoi ? Parce que la parodie et le cynisme se sont invités dans le jeu de la représentation. La fiction a transformé les présidents, oui, en femmes ou en hommes noirs. On a beaucoup vu ça pour bien montrer notre ouverture d'esprit. Mais elle a surtout commencé à démolir avec passion cette image idéaliste et idéalisée du chef d'État. Par exemple, Kevin Spacey en Nixon, dans Elvis et Nixon. Très bon film. Quelle année ça ? Oh là, tout récent, dans 2010. Peut-être un petit... Non, plus tard que 2010. C'est vraiment... voyez-vous, pas une année zéro, mais une année charnière où le discours a changé. Moi, je pense à Walk the Dog.
qui, de ma mémoire, est un des premiers films qui montrait tout le cynisme de la machine. Qui montrait comment tout ça était une opération publicitaire d'abord et avant tout. Il y a eu Josh Brolin dans W qui interprétait Bluche. Il y a eu Meryl Streep récemment dans Don't Look Up. Il y a eu un film français aussi qui n'est pas sorti ici qui s'appelle Président de Anne Fontaine, dans lequel Jean Dujardin joue Sarkozy et Grégory Gadebois joue François Hollande, qui se remettent ensemble pour essayer de briguer la présidence et essayer de battre. Et l'an dernier, vous m'avez prêté un film sur l'exercice de l'État. Oui. Ah, c'est bien ça. Qui montrait aussi exactement tout le cynisme et comment une cellule de crise et quel bon film. C'est qui jouait là-dedans déjà? C'était, il y avait Michel Blanc, il y avait Olivier Gourmet, un film de Pierre Scheller qui est formidable vraiment. Mais le summum, si on veut, de cet affadissement de l'image de l'homme politique présidentiel, c'est peut-être au Québec qu'on l'a eu malheureusement. C'est dans La Maison Bleue où Guy Nadon interprète le président du Québec. Un souper d'État avec un général du Mawanda, t'es pas sérieux? Déjà que j'ai eu l'air cave avec le sénateur Harris. Pas nécessairement d'État, là, mais au moins un souper, disons, protocolaire. 3-4 services, une couple de gars de l'armée avec des guns. Vous pouvez oublier ça. Monsieur le Président, je veux pas être insistant, mais ça serait une belle opportunité de créer des liens commerciaux avec le Mawanda. Quel genre de liens commerciaux? On va leur vendre de l'électricité? Des skidoo? Des bottes sorel? Il n'est pas question que je reçoive un général corrompu à la Maison Bleue. À part l'Arabie Saoudite. Puis la Russie. Ah bon. Et voilà. Donc, voilà. Vous allez me dire, là... On a entendu Sarah-Louise rire. Vous n'êtes pas fan de la Maison Bleue? Pas particulièrement. Ça participe de ce grand élan de destruction d'un certain idéalisme qui existait bel et bien. Les politiciens s'en sont occupés en premier. C'est ça que j'allais vous dire, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est la fiction qui a seulement enregistré la perte d'un réel idéalisme sociopolitique ou est-ce que c'est l'affadissement, le clientélisme, le cynisme, le marketing à outrance, la transformation de l'idée de chef d'État en celle de chef d'entreprise dans la vraie vie qui ont guidé ces changements dans la fiction? C'est sûrement un peu des deux. Ça vient probablement un peu des deux côtés, mais reste qu'en 2022, les conséquences de cette désidéalisation politique, on va se les prendre directement sur le nez. Et si vous voulez que je vous dise un secret, ça va pas juste nous déboussoler, ça va nous faire très très mal. J'espère que vous n'avez pas raison, mais vous avez sûrement raison. Merci, Hélène. Bon, évidemment, je suis plus abonné au Journal de Montréal la semaine. Je le reçois encore le samedi. J'ai pas lu Mathieu Bock-Côté sur Éric Zemmour parce qu'avant l'élection, il disait « Attention, il va faire meilleure figure que les sondages le démontrent parce qu'il y a tout un narratif des médias qui le démonise. » Il a fait pire figure que les sondages qui le mettaient à peu près à 20%. Dans la réalité, il a fait 7%, sauf que 7%, c'est assez pour se faire rembourser ses frais de campagne, puisqu'il faut faire plus de 5%. Et donc, il vient de s'installer comme une force politique pérenne. En fait, il devient la respectabilité de Marine Le Pen, parce qu'il est pire. Oui, c'est ça, exactement. Marine Le Pen a l'air soft comparé à lui. Exactement. En fait, c'est probablement ce qui lui permet aujourd'hui à Marine Le Pen d'être au coude à coude avec Macron. Pas juste d'être au deuxième tour, mais d'être potentiellement la prochaine présidente de la France. Puis je vais vous dire un autre truc, ça fait mal à mon féminisme. Ah oui, mais je comprends. Ça là. Ah oui. Je veux dire, on se bat pour que les femmes puissent briser le plafond de verre, puis c'est elle. Et là, il y a plein de gens qui vont dire, regardez, c'est comme Margaret Thatcher. On disait toujours, regardez, c'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut? Je peux pas croire. Remercie, Hélène. Bon, alors, parlons de l'inconvénient. Sarah-Louise Pelletier-Morin. Parlez-nous de vous, parce que la dernière fois que vous êtes venue, vous étiez la directrice de... Non, en fait, vous dirigiez les auteurs qui nous ont offert Mythologie québécoise. Ouais. Et dans la vie, vous faites quoi? Les gens qui se disent, qu'est-ce qu'elle fait, elle, dans la vie? Je fais plein de choses. Il faut essayer de pas trop s'éparpiller à la thèse, mais on s'éparpille forcément. Donc là, en ce moment, je fais ma thèse. Je travaille sur la politisation du théâtre au Québec. Donc, je travaille sur 3 polémiques théâtrales, l'affaire Kanta, Slave et Kanata. Donc, j'essaie de me consacrer à ça, mais j'écris un petit peu... j'écris sur le cinéma. Parlez pas des Filles ont soif?
je parle pas des filles en soif, non, parce que je m'intéresse à l'hyper contemporain, donc aux années 2010-2020, mais évidemment, je veux historiciser ça parce qu'il y a plein de polémiques théâtrales dans l'histoire du Québec, hein, qu'on pense à l'affaire Tartuffe au 17e siècle, l'introduction du Tartuffe en Nouvelle-France. On a une belle tradition. On débat autour du théâtre. C'est ça que je veux questionner dans ma tête. C'est pourquoi on passe par le théâtre pour avoir des débats de société. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'identité alors québécoise? qu'on va peu au théâtre. On va peu au théâtre. C'est un art qui est un peu moribond. Hein. Moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup... Honnêtement, non, moi, j'adore le théâtre, mais j'ai pas beaucoup d'interlocuteurs ou d'interlocutrices avec qui parler de théâtre parce que personne ne veut m'accompagner quand j'ai 2 billets. Voilà, exactement. Mais là, c'était pour vous situer parce que vous êtes venu parler de l'inconvénient. Nouveau numéro de l'inconvénient, les nouveaux courants de la littérature québécoise. Vous êtes, donc, on l'a dit au début, nouvelle dans le comité de rédaction. Et là, donc, ce numéro-là, présentez-nous-le. J'ai commencé à le lire. Évidemment, ces revues-là, c'est toujours fascinant parce que c'est des centaines de pages. C'est vraiment du contenu dense, avec des points de vue et des sujets. Puis je sais que je suis sûr que les gens qui nous écoutent, plusieurs sont peut-être pas appelés vers ces revues-là parce qu'on a l'impression que c'est pour, je dirais pas les érudits, mais pour les élus ou des gens. Mais au contraire, ça nous met en contact avec toutes ces connaissances, toute cette approche-là. Alors, Sarah-Louise, présentez-nous ce numéro 88 de l'inconvénient. Oui, donc ce numéro-là, il a été pensé avant que j'entre dans le comité de rédaction. La question qu'on a voulu poser avec ce dossier-là sur les nouveaux courants de la littérature québécoise, c'est de se demander, après les courants comme la littérature de l'intime, les écritures migrantes, le roman urbain, la littérature nationale, on en est où aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des grands courants qui traversent notre littérature? Hein? Il y a un tel fourmillement, une telle explosion des genres, des voix. Il y a des maisons d'édition qui naissent constamment au Québec. Alors, en fait, on a vraiment l'impression que la littérature québécoise est en explosion et elle est lue. Complètement. Aussi. Complètement. Bon, à part ce détail-là de lu, mais c'est la même chose en cinéma québécois. C'est pas vu, ça c'est une autre question, mais on a vraiment le sentiment que tous les terrains sont explorés en ce moment. On n'a plus vraiment cette espèce d'unité, alors qu'il y a 10 ans, on parlait de cinéma gris. Il y avait les blockbusters, il y avait ceci, il y avait cela. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens et c'est passionnant. Vraiment. Mais est-ce que c'est une illusion en littérature, Sarah-Louise? Parce que vous avez votre texte... Oui, là, c'est ça. Peut-être que je peux parler un petit peu de mon texte, parce que quand l'inconvénient m'a invité à écrire un texte sur les nouveaux courants littéraires au Québec, ma première réaction, honnêtement, ça a été de me dire que j'allais refuser. J'avais des mauvais souvenirs de cours dans lesquels on m'a enseigné la littérature québécoise à travers des courants littéraires. Et honnêtement, ça m'a un peu traumatisée. Ça a eu l'effet d'un éteignoir sur moi. Puis sur mes collègues aussi, je pense. Je sais pas si vous avez des souvenirs de cours hyper carrés. Oui. On parlait plus des courants littéraires que des livres eux-mêmes. Tout à fait. Et on sentait aussi que ces courants-là sont très figés, alors que dans la réalité, c'est plus ou moins le cas. Exactement. Vous, Hélène? Ah oui, même chose. Ben oui, mais moi, c'était la littérature française, là, mais je me souviens qu'il fallait les... Ça, c'est figé. Oui, ça, c'était figé. Puis, justement, ça fait qu'on apprend la littérature d'une façon qui est tellement rigide qu'on a l'impression que si on tombe sur un truc qui nous plaît, qui cadre pas dans ces courants-là, c'est pas de la vraie... C'est ça, c'est pas de la vraie littérature. Puis on sent mal d'aimer quelque chose qui correspond pas à ces canons-là. Donc, c'est vrai que l'enseignement, et parfois, c'est ça. Le classicisme, ça aide pas forcément. Tout à fait. Donc, bref, je ressentais de l'adversité. J'avais envie d'écrire pour l'inconvénient, mais j'avais pas du tout envie de réfléchir aux tendances actuelles en littérature, ni même de penser la littérature en ces termes-là, parce que je trouve pas que c'est stimulant. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas prendre le sujet avec sincérité et aborder mon animosité à l'égard des courants littéraires. D'ailleurs, j'ai eu une discussion récemment avec un ami écrivain, je le salue, Pierre-Marc Asselin, qui est venu à la oui. On discutait de Nouvelliste. ça. Oui, nouvelliste. Oui. Je pense que lorsqu'on essaie d'écrire un texte puis qu'on rencontre un obstacle ou un écueil, il faut se nourrir de ça puis l'intégrer au texte même. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai eu envie de réfléchir au geste même qui consiste à classer des œuvres en courant littéraire. Alors, ce que je propose dans mon texte, c'est une réflexion sur la taxinomie, sur le geste taxinomique. J'ai ressorti ma copie de l'ouvrage « Les mots et les choses » de Michel Foucault, un livre dans lequel le philosophe réfléchit à la taxinomie, justement.
Alors, dans l'ouverture de mon essai que j'ai intitulé Parcours culturel orienté, c'est un syntagme que j'ai emprunté à Michel Houellebecq, je me suis inspirée de la célèbre liste citée par Michel Foucault dans Les mots et les choses. Cette liste est tirée, écrit Michel Foucault, d'une certaine encyclopédie chinoise qui propose une classification du règne animal. Puis là, j'ai envie de vous la lire parce que je trouve ça hyper drôle. Ouais. Alors, ça va comme suit. Les animaux se divisent en A, appartenant à l'empereur, B, embaumé, C, apprivoisé, D, cochon de lait, E, sirène, F, fabuleux, G, chien en liberté, H, inclus dans la présente classification, I, qui s'agitent comme des fous, J, innombrable, K, dessiné avec un pinceau très fin en poil de chameau, L, etc., M, qui viennent de casser la cruche, N, qui de loin semblent des mouches. Et voilà. C'est pour montrer un peu que c'est un peu ridicule, dans le fond. C'est un peu ridicule. Donc, en relisant cette réflexion-là de Foucault sur la taxinomie, j'avais envie d'inventer à mon tour une liste pour tourner en dérision les classements littéraires et pointer le fait que la classification des œuvres en courant littéraire, c'est, à mon sens, une entreprise qui est avant tout mercantile. Hein. Ça sert d'abord à vendre des livres. Alors, ma liste va comme suit. Je peux peut-être la lire aussi. Bon, donc, la littérature québécoise est composée... Mais là, dites-en pas trop parce que les gens ne voudront pas lire le texte. Mais allez-y. Je vais lire la liste, puis après ça, je laisse le suspens. Oui, je vais laisser planer un petit... Okay. Donc, la littérature québécoise est composée de différents courants. 1, le livre de cuisine. 2, le livre au sommet des ventes. 3, le livre à offrir en cadeau. 4, le livre pour se détendre. 5, le livre qui fait l'éloge de la différence. 6, le livre d'un auteur qui a été invité à Tout le monde en parle. 7, le livre estival. 8, le livre accessible à tous. 9, le livre à petit prix. 10, le livre qui fait œuvre utile. 11, le livre du mois. 12, le livre avec une couverture originale. 13, le livre qui se lit vite. 14, le livre dense mais lumineux. 15, les autres livres. Alors, bon, je voulais pointer un peu, c'est des discours qu'on entend beaucoup dans les médias, dans les journaux, dans les magazines, dans les librairies. Je ne sais pas si parmi ces 15-là, il y en a un que vous préférez, Fred et Hélène. Je les aime tous. Vous les aimez tous. Bon. Alors, blague à part, je reconnais aussi les vertus pédagogiques quand même d'enseigner des parcours littéraires. C'est dur d'y échapper. Oui, c'est ça, on ne peut pas y échapper. Même moi, j'ai enseigné au cégep, puis j'ai enseigné le classicisme, le romantisme. C'est intéressant aussi, mais je pense qu'à un certain moment, il faut en sortir de cette conception-là pour enseigner des œuvres qui s'inscrivent pas nécessairement dans le canon. Oui, parce que c'est le piège des courants, c'est-à-dire qu'on va échapper complètement. Puis vous le démontrez bien dans votre texte, des livres qui ont disparu même de l'imaginaire collectif des années 30, des années 60, entre autres, et qui auraient gagné... En fait, on en parlera encore aujourd'hui s'ils avaient eu d'autres acolytes pour créer un courant. Exactement. Il y a des œuvres... j'en nomme plein là, dans mon texte, mais il y a plein d'œuvres qui justement s'inscrivaient pas nécessairement dans la littérature féministe, la littérature nationale, la littérature de l'intime, qui ont été peut-être publiées trop tôt par... Je pense à Serge d'Entre les morts de Gilbert Larocque, qui est une espèce d'ovni, qui est un roman exceptionnel, mais qui s'inscrit pas dans un grand courant littéraire, et donc personne ne le lit aujourd'hui. C'est un peu malheureux. Autre texte, sinon, dans l'inconvénient qu'on retrouve, parce que là, les gens vont penser, écoutons, c'est tout Sarah Louise qui écrit toutes les convénients. Justement. Donc, moi, mon texte parle de l'animosité à l'égard des courants littéraires, mais il y a des gens, vraiment, il y a des essayistes qui ont pris la question à bras-le-corps, puis qui ont eu envie de répondre très sérieusement à la question. Alors, tout d'abord, on a le texte de Michel Biron qui analyse d'une manière très fine le courant, le tournant éthique dans la littérature québécoise. C'est quoi ça, le tournant éthique, Sarah Louise? Le tournant éthique... 24 ans, 24 né à Montréal. Non, je fais comme Marie-Louise. Ouais. Alors, ce que Biron analyse, en fait, ce qu'il décrit, c'est que ce tournant éthique-là, il est reconnu, puis il est décrit aux États-Unis et en France depuis des années, qu'on pense aux travaux de Martha Nussbaum, de Paul Ricoeur ou d'Alexandre Geffen dans son ouvrage célèbre qui est paru en 2017, qui s'intitule « Réparer le monde ». Donc, c'est une littérature qui réfléchit souvent aux voix minoritaires, une littérature du care, une littérature sur des récits victimaires, par exemple. Et puis là où c'est intéressant, en fait, c'est que Biron associe ce tournant éthique-là au destin national. Alors, je cite Biron. D'une certaine façon, l'idée selon laquelle la littérature doit avoir une valeur transitive et même réparatrice a toujours été considérée au Québec comme une nécessité. L'art pour l'art, disait Ferron,
c'est au-dessus de nos moyens. Alors, je trouve ça très riche. Oui, c'est intéressant, ça, très stimulant. Puis là, il parle de l'œuvre, entre autres, de Marie-Claire Blais, qu'il décrit, dont l'œuvre est décrite par Biron comme témoignant d'une infinie compassion envers les personnes les plus vulnérables. Ouais. Ensuite, on a un texte de David Doré qui reconnaît justement ce mouvement éthique, ce mouvement plus réaliste chez les jeunes écrivains. Je le cite, « Il y aurait en ce moment une tendance littéraire qui consiste à parler de l'actualité afin de mettre au jour des situations d'injustice avec un objectif pragmatique plus ou moins avoué. Dénonciation, prise de conscience, déstigmatisation, changement des mentalités. » Or, David Doré soutient qu'à ce mouvement plus réaliste répondrait un autre courant qui accorde quant à lui une place à l'imaginaire. Et là, il va citer Audrey Wilhelmy, Caroline Georges et Catherine Mavrikakis. Et là, il fait comme toute la généalogie de ce mouvement-là depuis l'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé en passant par Gaétan Soucy. Super bon texte que j'ai lu, entre autres, et qui, encore une fois, je le répète, donnez-vous la chance de plonger dans ce genre de texte-là, parce que je sais que ces revues-là, ils sont intimidantes pour bien des gens, mais vous rentrez dans un... Et là, vous vous rendez compte que vous avez lu beaucoup de ces livres-là, et vous ne les avez pas situés dans leur continuum théorique, et des textes comme ceux qu'on trouve dans l'Inconvénient permettent de mettre de l'ordre, en fait, dans notre culture littéraire. Je le vois un peu comme ça. Oui. Donc, David Bélanger, maintenant, fait ressortir l'héritage des années 60 chez les écrivains contemporains comme Sébastien Chevalier. Thomas... ça, c'est intéressant, c'est intéressant parce que lui, dans le fond, il se demande, en tout cas, de la perception que j'ai eue en le lisant, que est-ce que le renouveau littéraire est équivalent à ce que les plus vieilles personnes comme Jacques Godbout, qui sont issues des années 60, est-ce qu'il y a une équivalence? Est-ce que ça a été aussi marquant? Puis il parle beaucoup de 2012, entre autres, qui est une espèce de l'année 0, 2010-2012. C'est un texte vraiment intéressant. Oui, puis toute la construction du texte aussi est assez fascinante. Là, il se met en scène lui-même dans son texte. C'est un très beau texte. Ensuite, il y a des intertextes, hein, c'est ça qu'on dit? Dans ce texte-là? Oui, de l'intertexte. J'essaie d'être... Très, oui, c'est ça. Vous êtes très gentil parce que je sais que c'est pas ça. Ça n'a pas l'air d'être ça du tout. Hey, j'ai pris 2 cours de littérature à l'université, il faut bien que ça serve. Bakhtin, oui, exactement, Fred, c'est exactement ça. Poursuivons. Donc, Thomas Saint-Pierre qui consacre pour sa part son essai à 2 romanciers, Patrick Nicole et Jean-Philippe Martel, qu'il caractérise comme des écrivains de la contingence. Alors, Saint-Pierre va à la recherche des empreintes de l'absence dans la littérature québécoise, puis il en vient à poser une question que je trouve très stimulante. Alors, je le cite. « Est-ce à dire que la seule solution à l'absurdité de la vie humaine, c'est la littérature, c'est-à-dire la prise de distance ironique qui nous permet de constater notre absence d'importance et en même temps de mieux l'accepter? » Très belle question. Très profond. Ouais, toujours dans le même dossier, il y a Sophie Marcotte qui aborde, quant à elle, les dispositifs numériques. Alors, elle réfléchit à la façon dont ces dispositifs ont transformé la littérature, la manière dont les romans intègrent ce monde virtuel dans l'univers fictionnel. C'est très présent. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a même une façon de se mettre en scène aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec la littérature. Il y a des formes brèves aussi qui naissent de ça, du texto, de la transformation de notre monde. Bon. On a également invité Chantal Guy à écrire un texte pour ce numéro. Chantal Guy, elle observe la littérature québécoise depuis plus de 20 ans en tant que journaliste à la presse. Donc, c'est intéressant d'avoir son point de vue parce qu'évidemment... Ça, c'est le côté people de l'Inconvénient. Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'un petit peu inédit. Voilà, alors elle a vu naître de nombreuses maisons d'édition. Elle a notamment assisté à l'essor de la littérature autochtone. Alors, c'est une perspective intéressante pour ce dossier. Tout à fait. Lise Fontaine, quant à elle, c'est une professeure de littérature au collégial. Elle réfléchit au mouvement néo-régionaliste. Alors, elle évoque dans ce très bel essai une tonne de titres qui se déroulent en forêt, en région, en campagne, dans le bois. Donc, Querelle de Roberval, entre autres. Oui, c'est ça. Donc, elle cite beaucoup de... Il y a vraiment une pléthore de titres là, dans son essai. Elle va parler notamment de Femme forêt d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier. Elle évoque, elle aussi, Audrey Wilhelmy, Christian Guay-Poliquin, Marc Séguin, Jean-François Caron. Enfin, le dossier se clôt par un texte qui est franchement extrêmement fouillé de Vincent Lambert sur le prosaïsme dans la poésie québécoise contemporaine. Et c'est assez jubilatoire de traverser ce texte-là là, avec la pléthore de poètes qui citent Patrice Desbiens, Maude Veilleux, Charlotte Aubin, Pierre Morancy, Michael Tranche, Joséphine Bacon, etc.
Je pense qu'il y a 90 extraits cités. Est-ce qu'on pourrait résumer le prosaïsme en poésie? C'est la poésie du quotidien. Exactement. Le petit, le banal. Oui. Moi, je trouve que Jacques Brault, c'est lui qui a le mieux incarné peut-être ce prosaïsme en poésie. Hein, lui qui disait que le merveilleux gît à côté d'une poubelle. Donc, Vincent Lambert décrit ce phénomène-là. Il cite 90 poètes. C'est hallucinant. Alors, ce texte-là vaut vraiment le détour, puis ça m'amène à parler d'un autre texte. Ben oui, Vincent Lambert signe 2 textes donc, dans ce numéro-là. Puis c'est à mon sens un des meilleurs textes qui a été publié dans l'Inconvénient depuis des années. Ce texte-là s'intitule Poésie et pédophilie. Carrément. My. Ouais. Alors, il est question dans cette chronique de l'amour décomplexé pour les jeunes hommes et les jeunes femmes chez des poètes québécois. Alors, nommons-les. Il s'agit de Paul Chamberlain et son Prince de sexe-amour paru en 1976, ainsi que Denis Vanier et José Yvon avec leur choréphilie. Ça, j'ai appris ça parce que je me rappelle, en fait, quand il y a eu l'histoire Gabriel Madineff, le nom de Paul Chamberlain est sorti. Puis c'est drôle parce que moi, j'aime beaucoup réécouter Les Nuits de la poésie à l'ONF. C'est vrai? Wow. Oui, je fais ça en faisant mes exercices. C'est bizarre, là. Je mets beaucoup d'affaires comme ça. Le corps et l'esprit. Sur la télé, qui jouent pendant que je fais mes petits exercices pour pas me repéter le dos. Et Les Nuits de la poésie sont là. Et Paul c'est vrai, je me souviens est allé lire des textes, entre autres Paul Chamberlain. Mais José Yvon, j'avais oublié ça. José Yvon et sa choréphilie. Choréphilie, un terme qu'Yvon traduit par l'amour des jeunes femmes. Oui. Alors, la question que pose Vincent... Qui n'existe pas. Dans les polémiques pédophiles, on n'entend jamais parler de ça. Parce qu'évidemment, elles arrivent moins souvent, je pense aussi. Mais là, on les remet dans l'actualité. Fait que ce texte-là est particulièrement intéressant pour ça, je trouve. C'est ça. La question que Vincent Lambert pose est vraiment actuelle. Est-ce qu'on devrait continuer à lire ces poètes, à leur faire une place dans l'histoire littéraire, ou est-ce qu'il faut les effacer? Voilà. Alors, je vous lis les premières lignes du texte pour que vous ayez une idée du ton. Je n'ai jamais autant eu besoin d'écrire un texte et si peu envie. J'achève la préparation d'une anthologie de la poésie québécoise et depuis le début, je repousse un choix impossible. Aucune option ne me va. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu aquinien d'Hubert Aquin dans ce début de texte. Alors, je poursuis quelques lignes plus loin pour que vous compreniez un peu sa question. Tu prépares une anthologie de la poésie québécoise, mais depuis des mois, tu es pris d'un dilemme devant 2 poètes majeurs qui ont exprimé clairement dans les années 70 leur désir assouvi pour les très jeunes gens. Tu les inclus ou pas? Alors, c'est une question que Vincent Lambert a posée à son entourage. Il a fait une sorte de sondage, puis il a récolté les réponses et nous les présente. Et son entourage, c'est un entourage quand même... c'est pas juste des kidams, là. Il y a Pierre Neveu, entre autres. Oui, Valérie Lefebvre-Fauché. C'est pas des kidams. Donc, les réponses sont absolument passionnantes. C'est pour ça que la réflexion est intéressante, oui. Ouais, alors, ce qui complexifie un petit peu la question posée par Vincent Lambert, c'est que Paul Chamberlain a complètement désavoué cette posture pédophile. D'ailleurs, Lambert nous recopie la longue Ah oui, mais c'est fou, ça! Ben oui! Alors, il écrit, par exemple, Chamberlain, l'enfant requiert le respect le plus attentif et alerté de la part de ceux qui l'accompagnent au cours de sa croissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand le poète a désavoué? Puis c'est... Bon, chez José Yvon, ça part d'un autre lieu, d'un autre endroit, comme le souligne Pierre Neveu, que vous évoquiez, Fred. Donc, Pierre Neveu écrit que chez Yvon, ça part d'une esthétique exacerbée, violente, transgressive et douloureuse. Mais c'est quand même intéressant parce que il y a comme 2 poids, 2 mesures. Oui, tout à fait. L'attirance d'une femme pour une jeune femme, il y aurait une esthétisation, puis on le théorise, alors que quand c'est un homme envers un petit gars, ben ça, c'est mal. Complètement. Je suis tout à fait d'accord. Puis on sent vraiment que Vincent Lambert marche sur des œufs. Puis il déplie la question en réfléchissant aux enjeux moraux que ça pose. Mais là, Sarah-Louise, on va remettre ça en perspective. C'est que Paul Chamberlain est dans un courant. Quand il publie ce recueil-là, il est dans un courant très mai 68, interdit d'interdire. Il y a des grands intellectuels qui ont répété cette phrase-là, puis on réfléchit vraiment à décloisonner tous les aspects de la société, incluant les relations intimes et la sexualité. Là. Ça s'inscrit là-dedans. Tout à fait. C'est une espèce de parenthèse morale, si on peut dire. Ben, puis c'est pour ça que ça pose des questions hyper intéressantes et c'est pour ça que le texte de Vincent Lambert est super intéressant. Parce que le débat, il est... Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on réfléchisse à ça. Est-ce qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste? Parce que là, l'œuvre est peut-être criminelle. Tout à fait. Alors que Céline...
Son antisémitisme, il ne transpire pas dans le voyage au bout de la nuit. Il n'est pas partout. Alors que là, vous avez un poème. C'est la même question pour Jutra. Claude Jutra, il ne fait pas l'éloge de la pédophilie dans ses films. Jamais. Mais vous en parliez tout à l'heure, Maznef, c'est dans les livres. Oui, voilà. C'est ça qu'on a célébré. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où, effectivement, il y a une célébration, puis il y a des honneurs qui viennent avec ça, puis il y a une place médiatique et dans la société, c'est emmerdant, quoi. Et je veux dire, les autres gens... Non, mais les autres coupables de ça, ils se retrouvent en prison. Tout à fait. Puis eux, ils se retrouvent célébrés, parce choyés. Parce qu'il y a une caution artistique, Ça marche pas, quoi. C'est ça. Puis il y a pas de réponse facile. Puis la conclusion de Vincent Lambert est la suivante. Alors, je le cite. « En fait, je cherche une solution qui embrasserait toute mon ambivalence. Je cherche à dégager une perspective élargie. Je suis cependant certain d'un point. C'est que José Yvon se foutrait complètement de ne pas faire partie de cette anthologie. Comment être en paix avec le fait que des gens qu'on admire et qu'on aime lire commettent des choses ignobles et les aimer malgré tout. » Alors, pour connaître l'issue de la réflexion de Vincent Lambert, puis lire sa clausule, il va falloir que vous vous procuriez le numéro. Oui, et là, on l'a pas dit, mais il y a aussi à la fin aussi des critiques de certains romans. De jazz, de films, de séries télé, une belle page de bande dessinée. Donc, vraiment, c'est un magnifique... Et une magnifique publicité. On vous laisse découvrir laquelle, mais elle est pleine page. Magnifique. Et contrairement aux lettres québécoises qui l'ont mis à la fin, petite. À la fin, cette publicité que vous verrez est en plein milieu. Alors Fred, vous êtes un ami de la revue. Oui, voilà. Donc, on se procure l'inconvénient. On plonge là-dedans, même si on n'est pas sûr. Moi, je vous le dis, lisez ça. Commencez à faire ça. Lisez ça, ça va être bon pour votre culture et pour votre approche future du livre. En général, on trouve l'inconvénient. Les librairies. Oui, dans toutes les bonnes librairies, puis en ligne aussi. Donc, vous pouvez vous abonner ou commander un numéro à la fois. C'est pas cher. Ça vaut vraiment la peine. Vraiment. Et merci, Sarah-Louise Pelletier-Morin. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un d'autre que Mathieu Bellil pour venir parler d'inconvénients. Hélène, merci. Toujours un plaisir. Fred. On se retrouve très bientôt. Assurément. Au revoir. Je vous l'avoue, l'épisode aurait dû être un peu plus long. Ça fait, je pense, 2 semaines que je vous en parle de cette entrevue avec Philippe de Grosbois, auteur de l'essai « La collision des récits ». Ça devait être dans cet épisode-ci. Sauf que hier, avec Hélène et Sarah-Louise, on a fait à peu près 1 heure. Et je savais que l'entrevue avec Philippe de Grosbois allait être longue. Et effectivement, je l'ai fait tantôt. Là, on est vendredi. Vous entendez ça dans vos oreilles samedi, mais j'enregistre, dans le fond, la dernière portion et souvent l'entrevue de la semaine, le vendredi matin. Les collaborateurs, les chroniques, je les enregistre le jeudi. Donc, je viens de terminer, là, ça fait pas très longtemps, avec Philippe de Grosbois, et ça va donner 1h30 à peu près d'entrevue vraiment passionnante sur la crise actuelle du journaliste, de la désinformation, des grands médias, en fait, des médias traditionnels, en tout cas. Très dense comme entrevue. Puis j'ai décidé d'en faire un épisode qui sera diffusé la semaine prochaine. Donc, c'est pour ça que dans le fond, cette semaine, c'est un petit peu plus court. En même temps, 1 heure. 1 heure d'épisode, c'est pas si pire. Alors, voilà. C'est la beauté de ce projet-là. Hein. On peut s'ajuster sur un 10 sous. Cela dit, Hélène nous a parlé du 2e tour qui s'en vient en France et j'ai envie de vous parler d'un personnage que j'ai découvert sur Twitter, Philippe Moreau-Chevrolet. Un spécialiste des relations publiques ou des stratèges en communication avec un parcours quand même de journaliste, entre autres. Il a été journaliste au Monde de 98-99, à la Tribune, journal français que je ne connaissais pas. Là, je lis son profil, en fait. A été aussi chroniqueur associé au Nouvel Observateur, à l'Express, sur le site Internet de l'Express, et a créé une maison d'édition qui a été vendue, les éditions Danger Public, qui aujourd'hui a été revendue au groupe La Martinière, et très présent sur les médias sociaux. Vraiment un personnage intéressant que je connais pas beaucoup. Là. Si jamais vous le connaissez, je sais qu'on est écouté un petit peu en France. Là. Vous allez peut-être me dire « Oh non, il est toxique. » Mais bon, je le trouve vraiment intéressant sur les médias sociaux. Et il y a une infolettre qui s'appelle « Dirty Politics », très français, vraiment intéressante et qui rebondit un peu sur les propos qu'Hélène Faradji nous a offert tout à l'heure. Je vais vous la partager sur la page Facebook de la balado, puis peut-être même sur une infolette que je suis supposé de vous faire depuis au moins 1 mois et demi, mais j'ai pas le temps parce que je suis très occupé, puis j'ai un bébé, puis je ne suis pas un workaholic. Mais ça s'en vient, ne vous inquiétez pas.
Mais voilà, personnage intéressant avec une infolette vraiment intéressante. Puis lui, en fait, dans la dernière infolette, qui paraît à peu près une fois par mois, il décortique un peu les images de marque mises de l'avant par, entre autres, le candidat Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est vraiment intéressant. Avec d'autres aussi éléments sur la politique française et même plus largement que ça. Son infolette est vraiment intéressante. Alors, je vais vous la partager. Puis, je vais peut-être même lui écrire. Je me demande si je tenterais pas qu'il devienne collaborateur. Ça a l'air d'être une espèce d'électron libre de ce que j'en connais. Je ne le connais pas beaucoup, là, mais sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est un gars qui a un ton aussi qui fit très bien avec le projet. Donc voilà, Philippe Moreau-Chevrolet. Je vais vous partager cette infolette. Vous pourrez aller y jeter un œil. Je vous remercie de m'écrire. Vous le faites énormément. J'ai même pris du retard un peu dans mes courriels. Ne vous inquiétez pas si ça fait plusieurs semaines que vous m'avez écrit et vous n'avez pas eu de réponse. Des fois, c'est que je cherche des réponses à vous offrir pour des questions précises. Donc, ne désespérez pas. Je répète, je ne suis pas un workaholic. Alors, j'y vais à mon rythme. Un rythme quand même assez soutenu, mais c'est ça. Je ne suis pas le Simon Boulris de la balado. Salutations à Simon, que je vais retrouver avec grand plaisir d'ailleurs bientôt parce que on a eu la confirmation cette semaine de la 5e saison de cette année-là. Mon projet alimentaire, non, c'est pas vrai. La chronique que je tiens sur l'émission Le Grand Plateau culturel de Marc Labrèche, toujours un plaisir. Et là, on attendait. Ça faisait quasiment un mois et demi qu'on avait terminé les enregistrements de la saison 4. On ne savait pas si on allait revenir. Alors, on revient. Je suis très heureux avec Émilie Perrault, entre autres, et toute l'équipe. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Marc, Simon et Émilie. Alors, voilà. Et je veux également vous dire que je serai sur la Côte-Nord avec mon amoureuse et le petit Miville pour des enregistrements, 3 enregistrements d'épisodes de la balado sur la Côte-Nord. On va être à Bécomo, entre autres, qui va être un peu notre camp de base. On va se promener, on va aller à Fermont, tout ça. Alors, si jamais vous avez envie qu'on aille se croiser dans une microbrasserie quelque part pour boire un kombucha sans alcool, je sais qu'il y a des auditeurs qui écoutent la balado sur la Côte-Nord. Ben, écrivez-moi. On va faire un périple d'une semaine. On va être là début mai et on va faire 3600 km. On va se promener. Je vais être facile à identifier, je vais avoir une voiture comme une auto. Alors, si vous voyez une grosse spirale verte sur une porte, là, ce n'est pas la vanne des petites tounes, c'est comme une auto. C'est vrai que les logos se ressemblent un petit peu. Alors, oui, et on va être au Nouveau-Brunswick pour un épisode. Je suis en train de finaliser tout ça. Ça, je suis vraiment content. Je ne suis jamais allé de ma sainte vie au Nouveau-Brunswick et j'y serai en juin pour enregistrer un épisode qui sera probablement le dernier épisode de la saison 4. Parce que normalement, là, j'essaie de ne pas dépasser la Saint-Jean-Baptiste. Donc, ça devrait être le dernier épisode. Je vous donnerai plus de détails, mais encore une fois, aussi, ça me ferait plaisir de vous rencontrer s'il y a des auditeurs qui sont au Nouveau-Brunswick. J'ai lancé des perches pour la saison 5 pour un épisode en Louisiane également. J'ai l'impression que c'est une long shot. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais j'ai un contact là-bas qui œuvre au sein des associations de la francophonie. Puis j'aimerais vraiment aller parler du fait français en Louisiane et du créole également. Donc, ça serait pour l'an prochain, mais c'est ça. Et je lance des perches pour Sudbury aussi. Je pense que j'aimerais bien ça aller là-bas. Je ne sais pas si on nous écoute à Sudbury. Écrivez-moi si vous nous écrivez à Sudbury. Mais tout ça j'ai envie de décloisonner. Là. Sortir de Montréal, oui, évidemment. Aller partout au Québec, mais même sortir du Québec. Alors, c'est ça qui m'occupe ces temps-ci. Voilà. Alors, je vous remercie vraiment d'être à l'écoute, puis de m'écrire, puis de me suggérer des sujets, des invités. Je le dis à chaque semaine, mais c'est vraiment important, la communauté de ce projet-là. Puis vous êtes là. Puis je vous croise dans la rue, vous me parlez de la balado, puis ça me surprend à chaque fois. Ça me fait toujours plaisir. Bon, on va terminer en chanson. On termine en chanson. Qui n'est pas vraiment une chanson, mais plutôt une pièce instrumentale. C'est Godefroy Larando, l'ami Godefroy, qui m'a aiguillé sur cet album de Plastic Man et Chili Gonzalez, qui s'appelle Consume and Key. Consume, c'est un album électro qui a été très important, sorti en 1998. Plastic Man, alias Richie Houghton, qui a été un producteur DJ, qui a vraiment popularisé, entre guillemets, la musique techno dans les années 90. C'est un Canadien.
Si ma mémoire est bonne, je pense qu'il vient de la côte ouest. Et Chili Gonzalez, Montréalais d'adoption, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas ce qu'il est ici, mais je sais qu'il y a du Montréal en lui, a décidé de reprendre chaque pièce de l'album Consume, qui est vraiment un album, moi qui m'a marqué, en tout cas en 98, un album électro assez minimal, plutôt sombre, sans être anxiogène, mais un album sombre. Et Chili Gonzalez, il a décidé de jammer, entre guillemets, sur cet album-là, au piano. Et c'est drôle parce que l'initiateur de cette idée-là, c'est Tiga Sontag. Pour les gens qui ont suivi la scène électro rave à Montréal dans les années 90, Tiga, c'est un très gros nom, qui a organisé des raves, qui a été DJ dans des raves et qui a aussi, entre autres, popularisé le succès pop techno Sunglasses at Night de Corey Hart. Il en avait fait une version techno qui avait marché partout dans le monde. Et c'est lui le déclencheur de cette idée-là de Chili Gonzalez de jouer sur l'album Plastic Man. Ça a été remixé par Richie Houghton. Donc, il a replongé dans cet album-là à partir du travail de Chili Gonzalez. Alors, on va se laisser avec ça. J'espère que ça va vous donner le goût d'aller écouter. Allez écouter éventuellement l'album intégral de Consume de Plastic Man. Et ensuite, vous pourrez vous enfiler l'album, la version de Chili Gonzalez. On va aller écouter le premier extrait de cet album-là qui vient de sortir, ça fait pas très longtemps, la pièce Contain. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Faites attention à vous. Bon congé de Pâques et ne vous mélangez pas trop pour attraper la COVID. On se retrouve très bientôt.